Catherine Besacier, donc je suis infirmière. Je travaille à l'ADAPI de Charlieu. Je suis également infirmière sapeur-pompier. Voilà, ce qui justifie mon association à PHF. Je suis déjà partie 2 fois en mission avec eux. Donc une fois en Haïti pour le séisme en 2010 et une fois à Saint-Martin pour le cyclone en 2017. Et j'avais envie de renouveler l'expérience qui à chaque fois est différente vu que les catastrophes sont différentes. Voilà, j'avais de la disponibilité puisque j'étais en vacances, ce qui m'a permis de partir au pied levé plus facilement que quand je travaille. J'adhère à l'association de pompiers humanitaires français dans la continuité de mon investissement à la caserne de Saint-Denis-de-Cabane. J'aime beaucoup l'état d'esprit des pompiers, la cohésion, le travail qui est fait, le soutien à la population, surtout en période de crise, est pour moi important. Mardi 4 août, donc, quand j'ai vu les images de l'explosion à Beyrouth, bien sûr, on pense tout de suite à la population là-bas qui vit cette catastrophe. Et dans notre coin de tête, on se dit, tiens, est-ce que PHF va s'engager ? À chaque catastrophe, on se pose la question, on se dit, est-ce qu'il va pouvoir se faire quelque chose ? Puisque la demande d'aide humanitaire n'est pas forcément faite par les pays à ce moment-là. Il y a des fois où on n'a pas accès. Donc on ne sait jamais, est-ce qu'on aura accès, pas accès. Et on commence à surveiller les réseaux sociaux, savoir s'il y aura une préalerte. Donc j'ai reçu un message le mercredi à 15h35 pour me dire qu'il y avait une préalerte, savoir nos disponibilités. Mon mari était présent, on en a parlé, voilà. Il m'a dit, ouais, ok, je t'autorise à y aller. Hein. Et à 17h30 à peu près, on m'a prévenu, tu as été sélectionné, tu pars demain, il faut être à 8h30 à Saint-Étienne. Voilà. Donc il faut se préparer. En plus, avec le Covid, il nous fallait un test de dépistage avant de partir. Donc j'ai eu de la chance que le laboratoire de Charlieu m'a pris rapidement, j'ai eu mon résultat très rapidement. Ce qui ne nous a pas empêché d'être testés en arrivant à Beyrouth. Il a fallu 2 tests obligatoires dans la même journée. Voilà. Alors l'épidémie de Covid sur Beyrouth, ils ont eu une première vague comme nous. Et là, la deuxième vague était arrivée de manière assez importante avec plusieurs clusters, entre autres au niveau des lieux de l'explosion. Et normalement, la population devait être confinée à partir du lendemain de l'explosion. Ce qui explique que beaucoup de gens étaient partis, avaient fui la capitale, comme chez nous au moment du confinement. Donc la catastrophe, le bilan humain aurait pu être pire si ils étaient restés, quoi. En plus, c'était l'été, donc beaucoup de gens étaient partis aussi dans les montagnes par rapport à la température qui est plus acceptable dans les montagnes. Voilà. Donc le bilan humain aurait pu être bien pire. La motivation pour partir, c'est quand on entend le nombre de blessés, qu'on entend que plusieurs hôpitaux ont été touchés, donc on se dit ils vont manquer de bras, ils vont manquer de matériel, donc nous on sait qu'on peut leur apporter ce soutien. On ne sait jamais sur une mission à quoi s'attendre en fait, donc sur le moment on se pose des questions. La nuit, j'avoue que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup gambergé. Et une fois qu'on est tous ensemble, après, c'est plus du tout la même chose, on part plus du tout dans le même état d'esprit, même si on se demande, voilà, on sait jamais à quoi s'attendre, on se pose, voilà, toujours. Donc c'est sûr qu'il y a un moment où on se dit, ouais, j'ai bien fait de partir, puis il y a un moment où on se dit, je suis un peu folle, est-ce que je vais pouvoir leur apporter quelque chose ou pas, voilà. Nous sommes partis à 6 sapeurs-pompiers, nous étions donc un médecin, une infirmière et 4 sapeurs-pompiers. Donc un chef de mission, bien sûr, un adjoint au chef de mission et 2 logisticiens. Il y en a qui se connaissaient, moi je connaissais personne personnellement. Donc on fait connaissance en partant. Et puis on apprend à se connaître au fil de la mission. Voilà, donc on a eu de la chance d'avoir un groupe très soudé, avec une super cohésion. Et voilà, c'était super. Le fait de ne pas se connaître peut être un atout comme peut être un inconvénient, tout dépend des affinités. Après, l'avantage, c'est que l'association commence à nous connaître aussi. Donc, ils savent un petit peu comment on peut se compléter les uns les autres avec tous nos compétences. C'est un atout aussi. Voilà. On est atterri de nuit à Beyrouth. Donc on a été pris en charge et emmené dans un hôtel, c'était 4h du matin, mais voilà. Et le lendemain à 8h, on était d'attaque, on nous a emmenés donc sur site. On s'attendait à voir le pire, mais c'est vraiment très impressionnant, bien sûr. Le souffle a causé 20% sur le continent, mais 80% de l'explosion a été en mer.
Donc en fait, voilà, ça aurait pu là aussi être bien pire. Et puis je ne sais pas si vous avez vu les images, les silos ont protégé une partie de Beyrouth quand même. Mais tout ce qui a été dévasté, c'est impressionnant et ça va très loin jusqu'à... Bon, les 2 kilomètres autour de l'explosion déjà, c'est impressionnant, mais il y a des gens qui disent jusqu'à 30 kilomètres, ils ont eu les vitres cassées. Donc ouais, les lieux de l'explosion, c'est très impressionnant bien sûr. Alors moi j'avais donc été en Haïti pour le séisme. Là ce qui est différent c'est qu'on voit une partie de Beyrouth pas abîmée et on arrive brusquement sur cette partie qui est complètement désolée. En Haïti c'était tout qui était désolé. Voilà. À Saint-Martin c'était encore autre chose. Donc voilà, chaque catastrophe est différente. Après... C'est sûr qu'on se met à la place de ces gens qui ont tout perdu et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Les dégâts sont vraiment impressionnants. Quand on est arrivé sur le site même, tout est... Je vous montrerai des photos, tout est... Il y a des endroits où il n'y a plus rien, mais il y a énormément de gens dans les rues, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et ils avaient déjà commencé à déblayer. Donc ça, c'est une force chez eux. Même pour eux qui ont connu la guerre, beaucoup comparent à la guerre de 2006 qu'ils ont vécue et ils disent c'est pire. On n'a jamais vu quelque chose comme ça là-bas. Et voilà. Ils réclament de l'aide parce qu'ils disent c'est pas possible. On n'a jamais eu une telle catastrophe. Même s'ils sont conscients que ça aurait pu être encore pire, c'est quand même d'une ampleur. Voilà. La phase de panique était passée, mais c'était plutôt la sidération. Les gens étaient sidérés, on a discuté avec des médecins, on voyait dans leur regard qu'ils nous parlaient, mais qu'ils étaient, ils étaient encore sous le choc. Les gens étaient encore choqués, les premiers, après aussi, mais les premiers jours, les gens étaient encore choqués et sidérés. Voilà. Alors nous, notre priorité, c'était le premier jour, c'était de se mettre au travail tout de suite. On savait qu'il y avait de l'urgence. Après, il faut respecter, bien sûr, la procédure. Donc, on nous a fait visiter les lieux. Et après, on a tout de suite, le chef de mission a tout de suite pris les contacts pour se présenter et puis pour pouvoir... on voulait attaquer, on voulait travailler, on voulait aider les gens, on est là pour ça. Et voilà. On a eu la chance, par contact, d'être pris en charge par une association. Voilà, donc on a des personnes qui se sont beaucoup occupées de nous, qui nous ont donc logés, nourris et puis promenés, façon de parler, pris en charge, fait visiter, et qui nous fournissaient des interprètes. Voilà. Donc on a eu énormément de chance à ce niveau-là. C'était parce que beaucoup de la population parle français, mais quand même pas toute. Alors il y a en anglais aussi, mais quand il s'agit d'arabe, c'est compliqué de converser, d'échanger. Une période, la deuxième langue au Liban était le français. Actuellement, ils nous ont expliqué que l'anglais était en train de supplanter le français. Donc on était plusieurs à avoir des petites connaissances de l'anglais, mais pas toujours suffisamment pour pouvoir converser correctement. Donc c'était important d'avoir un interprète. Et puis pour nous expliquer les habitudes locales, les coutumes, voilà, c'est bien aussi parce que des fois on peut involontairement faire des boulettes, quoi. Pour définir nos missions, on a essayé de contacter les ONG qui étaient déjà en place et tout. On nous a expliqué qu'en fait la demande, il y avait 3 hôpitaux qui ont été détruits. Et les demandes étaient à ce niveau-là, donc on a choisi de se positionner avec un hôpital. On nous a fait connaître un hôpital, on a été se présenter, on a expliqué à la mère supérieure notre mission, ce qu'on pouvait leur apporter et tout. Donc elle nous a autorisé à nous installer. Nous, on a choisi par sécurité de nous installer en face de leur hôpital parce que c'était pas sécurisé, voilà. Et on nous a aidés à monter ce qu'on appelle un poste médical avancé. On nous a fourni une tente et l'hôpital nous a fourni du matériel, des lits d'examen. Voilà, et puis progressivement, ils nous fournissaient en fonction de ce qu'il leur restait. Il y a eu une super collaboration et c'était chouette. C'était chouette parce qu'ils nous ont aidés, on les a aidés. C'est les médecins qui nous envoyaient des gens. Dans Beyrouth, on a donc monté notre PMA en face de l'hôpital des Sœurs du Rosaire. C'est un hôpital qui était pourtant aux normes antisismiques niveau 8, mais où il ne restait plus aucune fenêtre. À l'intérieur, tout a été soufflé au niveau des toits, des ventilations. Donc ils ne pouvaient absolument plus travailler. Tous leurs respirateurs ont été endommagés.
Voilà, donc, et puis il y avait beaucoup de sidération. Il y a une infirmière au 7e étage qui est décédée pendant l'explosion. Elle a été comprimée entre deux. Et elle est décédée de l'explosion, donc ils étaient vraiment choqués. Heureusement, aucune victime au niveau des malades. Ils ont pu tous les évacuer sur un escalier extérieur qui était de l'autre côté. Ils ont même été très contents d'évacuer un bébé qui avait 1 heure de vie, qu'une infirmière a pris dans ses bras et a réussi à sauver. Voilà. Mais tout le monde était très très choqué au niveau de l'hôpital. Le premier jour, on voyait, ils ne savaient plus par quel bout commencer, quoi. Et dès le lendemain, il y a plein d'équipes qui sont arrivées, qui ont commencé le nettoyage. Voilà, c'était vraiment impressionnant à ce niveau-là, la vitesse à laquelle ils sont repris en main. Je vois par rapport à Haïti ou à Saint-Martin, où c'était beaucoup plus long. Là, vraiment, ils ont une volonté. C'est vraiment impressionnant la vitesse où ça a été, moi, je trouve. Quand on est parti, à plein d'endroits, ils avaient déjà recommencé la reconstruction. Et ça, c'est fou, quoi. C'est fou, parce qu'il y avait énormément d'équipes de jeunes qui ont leur donné leur mission. Nous, devant l'hôpital, il y avait une infirmière qui leur disait, voilà, il faut aller à tel endroit, à tel endroit. On leur donnait du matériel et ils partaient aider les gens. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Par la population, on a eu un accueil extraordinaire. Les gens sont très chaleureux, très ouverts, ils aiment beaucoup les Français, donc ils étaient vraiment enchantés. Il y a une très grande solidarité chez eux, c'est vraiment impressionnant. Mais vraiment, ils sont très très accueillants. Après, ils disent, il y en a beaucoup qui nous ont dit, on n'a plus d'espoir. Voilà, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder avec tout ce qu'ils vivent dans leur pays. On n'est pas là, on est une ONG, on ne fait pas de politique, on ne fait rien. Mais bon, c'est la situation du Liban et avec tout ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu, ils ont dit, quand on est arrivé, il y en a beaucoup qui nous ont dit, mais on n'a plus d'espoir. Donc voilà, on a essayé autant qu'on pouvait de les rebooster. Ils ont vraiment redémarré très vite. Pendant la mission, donc, ce qui était un petit peu compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup de manifestations les après-midi. Donc souvent, on était obligé de rentrer pour se mettre en sécurité. Voilà. Après, il y a beaucoup d'associations qui nous ont aidés, qui nous facilitaient notre travail, bien sûr. Pour la sécurité, au moment des manifestations, de toute façon, tout le monde nous conseillait de rentrer. Il était hors de question qu'on reste dans la rue. Autrement, dans la vie de tous les jours, il fallait quand même être méfiant, vigilant. Voilà. On a beau être une ONG, on n'est pas non plus à l'abri d'enjeux qui... Voilà. On avait un de nos pompiers qui assurait la surveillance, sur qui on avait une confiance absolue. Et c'était... voilà. D'où l'intérêt de la mixité et des compétences de tous. Parce que moi, je suis un petit peu bisounours. Je vois pas le mal, mais il faut en tenir compte, c'est important. C'est important. Je sais plus quel jour il y a eu une réunion à laquelle nous on n'a pas pu assister. Il était prévu qu'on y assiste, mais à cause de la sécurité, on n'a pas pu ressortir. Donc on n'a pas pu y assister, mais le lendemain, on a eu un message nous disant que toutes les ONG qui ne travaillaient pas en collaboration avec un hôpital étaient renvoyées du pays. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir rester, puisqu'on était en collaboration avec l'hôpital du Rosaire, et de pouvoir continuer notre mission. Parce que du coup, autant les premiers jours, énormément d'ONG passaient, on se rencontrait et tout, et après, c'est vrai qu'il restait que les locaux, les organisations locales, toutes les associations locales, toutes les ONG non affiliées avaient été obligées de partir. Ce qui complique un petit peu, c'est que quand on part, on ne sait pas exactement de quoi le pays aura besoin, donc on emmène du matériel. Ce qui est un petit peu frustrant des fois pour nous, c'est qu'on n'a pas forcément le matériel adapté à la demande. Heureusement, on a eu la chance, au bout de quelques jours, d'avoir une clinique mobile qui est venue se mettre à côté de nous. Et eux, ils avaient surtout des médicaments d'usage courant pour la population. Donc tous ces médicaments, déjà depuis un petit moment, ils avaient des problèmes d'acheminement. Le problème également, c'est que le stock de médicaments se trouvait dans le port. Donc tout a sauté. Et pareil pour les masques, il y avait une grosse livraison de masques, c'était tout encore dans le port, donc voilà, il manquait énormément de matériel. Donc quand les gens venaient nous demander leur traitement, par exemple pour le diabète, dont ils n'en avaient plus, nous on n'a pas ça. Mais par contre la clinique l'avait, donc c'était super bien parce qu'on pouvait les envoyer à côté, du coup il y avait une suite, et pour nous c'était... Et pour la population c'était bien, et pour nous c'était bien, plutôt que de dire bah non on n'a pas et on ne peut pas vous apporter de réponse.
Donc les premiers jours, on avait beaucoup de gens qui venaient pour des pansements. Bon, il y a eu un gros travail de fait, même si les médecins nous ont dit qu'ils ont manqué d'organisation le premier jour, mais voilà, il y a eu un gros travail de fait. Donc nous, le plus gros des plaies avait déjà été géré à notre arrivée. Donc c'était des plaies parfois moins importantes. Les gens disaient bah non, moi je peux attendre. Ils ont laissé la priorité à d'autres personnes qui étaient plus graves. Et puis après, on a pris en charge beaucoup de gens qui sont blessés en essayant de débarrasser les décombres, beaucoup de sutures dues à des bris de verre. Voilà, la sécurité n'était pas forcément assurée. Ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas de chaussures de sécurité. Donc voilà. Sur une journée type, on essayait, une fois que notre poste médical avait été créé, on essayait d'être sur place à 8h30. Parce que la population ne sortait pas forcément avant. Après, on s'adaptait. Le souci, c'est que souvent, on était obligé de s'arrêter à 15h30. On nous disait, on voyait les manifestations qui commençaient à s'organiser. On nous disait, là, il faut ranger, il faut partir. Voilà. Le soir, on en profitait. On a un médecin qui nous formait le soir et qui fait beaucoup d'enseignements, donc on en a profité pour faire des cours entre nous. Voilà. Dans notre métier paramédical, quand même, on a l'habitude déjà de mettre nos émotions un petit peu de côté. Hein, donc voilà, il y a des moments, c'est sûr, où on entend des témoignages des gens, où on a la chair de poule, c'est sûr, mais on est une équipe, donc on est là tous pour se soutenir. Le soir, on débriefe énormément, donc voilà, c'est habituel. Du coup, on a rencontré des médecins qui nous ont expliqué justement le chaos au moment de l'explosion pour prendre en charge les victimes. Donc, leur demande, ce serait qu'on arrive, on leur a expliqué qu'en France, on était formé à la médecine de catastrophe. Donc, leur souhait, c'est qu'on arrive à les former eux également à la médecine de catastrophe. Donc, on espère qu'on va pouvoir créer une collaboration entre PHF et le Liban pour les aider à ce niveau-là. Voilà, c'est notre projet. En plus, on a essayé, dans la continuité, que notre poste médical, il y ait des gens qui prennent la succession. Donc on a trouvé des médecins qui vont assurer la succession de notre poste médical. Donc on ne se dit pas, on est venu 10 jours et il n'y a plus rien derrière. Là au moins on sait qu'il y a une continuité. Donc pour nous c'est important. On leur a laissé tout notre matériel qui nous restait pour leur permettre justement de continuer à avancer. Bon, l'hôpital avait réussi le premier jour, ils n'avaient pas du tout, voilà, ils ne disaient pas non, il faut qu'on commence à travailler et tout, tandis qu'ils ont vu que nous, on travaillait. Du coup, ils avaient recréé une petite salle où ils espéraient pouvoir recommencer à travailler, du coup aussi. Et ça, pour nous, c'était bien, parce qu'on se dit, au moins, on n'est pas venu et il n'y a plus rien derrière, quoi. Tout à fait, on était tous très contents de notre mission, même si on aurait voulu faire encore plus. On se dit, voilà, le fait d'avoir l'espoir qu'il y ait une continuité, qu'on puisse leur apporter encore des choses, pour nous, c'était important. PHF a déjà ce qu'on appelle PHM, donc ils sont en association avec le Mali, qui a créé, comme nous, une association, idem à Madagascar. Donc nous, on espère qu'on va pouvoir faire PHL, Pompiers Humanitaires Liban. Voilà, on espère qu'il va pouvoir se faire quelque chose. Le départ est difficile. Quitter tous ces gens, c'est difficile. Voilà. Par contre, voilà, on avait quand même une certaine satisfaction d'avoir mené à bien notre mission, d'avoir créé des liens qui, je pense, seront importants et qu'il y aura une continuité. Mais oui, les laisser, on aurait aimé rester plus, c'est sûr. Il y avait encore du travail. On a fait des rencontres très enrichissantes, vraiment, ils sont très accueillants. On a eu des gens tellement chaleureux que... Ouais, on laisse toujours un petit peu de soi quand on s'en va, quoi, c'est vrai. Hein, c'est toujours la même chose, je dis ça, quand on revient de mission, je trouve que ça nous remet un peu les pieds sur terre. Nous les Français, on se plaint tout le temps. Et quand on se rend compte de comment les gens peuvent vivre dans d'autres pays, si on n'a pas la chance de pouvoir voyager, ça nous permet de relativiser beaucoup de choses. Et voilà. C'est souvent facile de critiquer, mais quand on va chez eux, on se dit... On compare, c'est normal, on compare et on se dit qu'est-ce qu'on a de la chance quand même d'être dans notre pays.
C'est impressionnant. Cette résilience, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens, parce que je me dis, est-ce que nous, on aurait le même courage, voilà.